voix du livre en haut de la pile. Bienvenue dans En haut de la pile, la dernière rubrique du podcast de Livre Hebdo, Les Voix du livre. Je suis entourée de deux journalistes de Livre Hebdo, Léon Catan et Sean Rose. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et d'un invité spécial, bonjour Vincent Jory. Bonjour. À l'occasion de la rentrée littéraire. Donc Vincent Jory, fondateur et directeur de Transfuge, magazine culturel qui fait sa couverture ce mois-ci Voilà, sur... C'est un auteur qu'on suit depuis très longtemps. On a eu un grand entretien de lui et on l'aime bien parce qu'il est très irrévérencieux. Et là, il s'attaque notamment à Marilyn Monroe pour dire que c'est une mauvaise actrice. Donc on trouvait ça assez marrant. Merci Vincent, merci d'être avec nous. Vincent, à toi l'honneur, tu gardes la parole et tu nous parles d'un roman très attendu cette année, Houri de Kamel Daoud. On t'écoute. Oui, c'est un roman vraiment très fort. On l'attendait depuis longtemps parce que Kamel Daoud n'avait pas écrit de roman depuis longtemps. C'est un roman très important pour lui. C'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans, Aube, une jeune Algérienne. Alors, c'est un roman très dur, qui a été égorgée au moment de la guerre civile en 1999, qui est donc muette. Sa sœur a été assassinée et violée ce jour-là, donc assassinée par les islamistes. Et donc sous forme d'un monologue intérieur, le procédé est très intelligent. Elle s'adresse à son fœtus, son embryon, qui est censé être une fille, et elle raconte son histoire. Elle raconte son histoire, et à travers son histoire, cette histoire terrible, elle raconte évidemment l'Algérie de la guerre civile, mais l'Algérie d'aujourd'hui aussi, et la condition des femmes, évidemment, par Kamel Daoud, une condition absolument exécrable, horrible, qui dénonce sous forme de roman. On pourrait dire que c'est une sorte de pamphlet politique, parce que c'est vraiment très violent et très politique, mais c'est une violence qui, comme elle est sous forme romanesque, est adoucie, se lit comme un roman pour tout un tas de raisons. C'est un roman qui va être, à mon avis, très important cette rentrée littéraire. Donc Houri de Kamel Daoud chez Gallimard. On rappelle que Kamel Daoud est lauréat du Goncourt du premier roman. Alors oui, ça c'est important. Parce que effectivement, j'écris mon édito sur Kamel Daoud et je lance le pari qu'il pourrait avoir le Goncourt, notamment pour cette raison. En fait, je pense qu'il y a trois raisons. La première, c'est qu'effectivement, en 2014, il a eu le Goncourt du premier roman pour Meursault contre enquête. La deuxième raison, c'est que, comme je viens de le dire, ce sont des sujets très contemporains et très centraux. Et la troisième raison, qui est hypothétique, parce qu'on ne sait jamais comment réagissent les jurés, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de jurés au Goncourt qui pourraient être très sensibles au livre. Je pense à Pascal Bruckner pour des raisons politiques. Je pense à Pierre Assouline qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie. Je pense à Ben Jelloun qui est marocain et comme l'Algérie est très critiquée, je pense que ça pourrait lui plaire. Et je pense aussi à Christine Angot pour des raisons politiques. C'est un roman des raisons de sensibilité à la condition des femmes, et à Camille Laurence. Donc c'est une hypothèse bien sûr, c'est toujours à 4 bandes, mais il me semble qu'il peut avoir ses chances. Sean, tu paries aussi sur Houri de Kamel Daoud pour le Goncourt ? Oui, je pense qu'il a beaucoup de chance pour les raisons qu'a évoquées Vincent. Mais je voudrais juste rebondir sur le fait que c'est peut-être moins violent. Je ne pense pas, en fait, finalement, cette violence, elle est plutôt traduite par la poésie de la langue. Et en fait, parfois, les métaphores peuvent aussi traduire l'indicible. Et c'est ça la force d'un livre qui parle de cette guerre civile, cette héroïne. Elle est muette. En fait, c'est une métaphore de la chape de plomb qu'on a imposée sur les Algériens sur cette période extrêmement sanglante. Et si je peux rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense que l'arrière-pensée, je dirais, de Kamel Daoud, ce qu'il dénonce aussi dans ce roman, c'est effectivement, comme le disait Sean, cette chape de plomb, c'est-à-dire que il le montre très clairement, il n'y a pas eu de devoir de mémoire sur cette période-là. Et je pense que son idée, c'est de dire que tant qu'il n'y aura pas eu de devoir de mémoire, comme nous, par exemple, on l'a fait avec Vichy, ou comme les Allemands avec le nazisme, etc., je pense qu'il estime que l'Algérie ne pourra pas sortir de cet archaïsme et de ce monde très patriarcal. Parce que, encore une fois, c'est vraiment sur les femmes. Hein. J'ai une citation là, pour montrer un peu la violence, comme tu le dis, des propos et de la langue. Il parle des femmes aujourd'hui et il dit que c'est un pays où l'on aime les femmes muettes et nues pour le plaisir des hommes en rut. Donc c'est quand même, mettons-nous à la place des Algériens d'aujourd'hui, quand ils vont lire ce livre, c'est extrêmement violent pour eux.
Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un enjeu politique de ce livre qui est considérable, quoi. Comme dit Sean, il y a cette guerre civile. Il estime que si elle n'est pas un jour ou l'autre racontée dans les manuels d'histoire, etc., l'entrée dans la modernité de l'Algérie ne se fera pas, quoi. Merci Vincent. Ouri, paru le 15 août chez Gallimard, un roman donc qui rend la parole aux muettes de l'histoire. Léon, on continue avec toi. Tu es venu avec le premier récit littéraire d'un reporter. On t'écoute. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous connaissez les 3 règles de la Tornado Alley, ce territoire des États-Unis central propice à la formation de tornades? Eh bien, écoutez, je vais vous les dire, ça peut sauver des vies. Donc, la première, c'est ne jamais chasser un orage dans une zone boisée. La seconde, c'est ne jamais chasser dans une zone riche en lacs et en rivières. Et la règle numéro 3, ne jamais chasser dans une zone avec un faible réseau routier. Et quand je dis chasser, je parle bien sûr des communautés d'amateurs de tornades, qui sont le sujet du premier livre de Simon Fichet, Tornade, à la poursuite du monstre des plaines américaines, qui est paru le 21 août aux éditions Marchiali. C'est une maison qui est connue pour ses récits de non-fiction qui concilient histoire choc et sensibilité littéraire. On pourrait par exemple citer Tokyo Vice. Et justement, comme me l'a expliqué l'éditrice Clémence Billot, Tornade, c'est pas une commande, mais une contribution spontanée qui vient donc de Simon Fichet, qui est un journaliste télé de formation. Je me permets d'ailleurs de rajouter qu'on a beaucoup de primo-romanciers qui sont des journalistes en cette rentrée littéraire, dans des formats à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Et Simon Fichet, il a une histoire particulièrement intéressante à nous raconter, donc celle de son incursion dans l'allée des tornades pour un reportage de France 2 en 2015. Il se retrouve un petit peu embrigadé par un collègue et il se retrouve à sillonner les routes accompagné de 2 chasseurs français. Et l'expérience va profondément le traumatiser, d'où l'exercice thérapeutique de l'écriture près de 10 ans après. Pourtant, ce qui marque dans le livre, c'est son humour. C'est vraiment un humour noir de pur anxieux, en fait. On est très loin du sensationnalisme à la Twisters dont le remake est sorti en salle cet été. Écoutez par exemple comment le journaliste décrit ces fameux chasseurs de tornades attitrés au début du livre. Il dit « Laetitia fait un petit mètre 60, porte des tongs, une veste de jogging et surtout tient coincée sous son bras une pochette plastique avec ses billets d'avion, signe d'une personne maniaque qui ne saurait prendre les bonnes décisions dans l'urgence, me dis-je. Mathieu est trop maigre, trop raide, trop mal chaussé de fines lunettes rectangulaires et de sandales quechua pour être un aventurier. Un peu ridicule pour tout dire, avec son petit sac à dos rouge sur le ventre. On dirait Sheldon Cooper, évadé de The Big Bang Theory. » Donc voilà, cette honnêteté brutale, elle ne nous quittera pas tout au long de l'histoire qui flirte avec le road movie. Le making-of aussi, parce qu'on retrouve tous les éléments d'un reportage en gestation, galère comprise, mais non sans poésie. Car dans cette équipe d'individus normaux et un peu paumés, il y a aussi un peu de la bravoure du capitaine Akab qui est déterminé à maîtriser les éléments. Merci Léon. Tornade à la poursuite du monstre des plaines américaines de Simon Fichet aux éditions Marchiali. C'est sorti le 21 août. Sean, c'est à toi. Tu es venu avec 2 livres au rayon littérature étrangère. On t'écoute. Oui, alors c'est 2 livres qui font l'ouverture du cahier littéraire du LH daté de septembre, qu'on a titré Orwell.es, puisqu'en fait c'est Orwell du point de vue féminin. C'est-à-dire qu'il y a 2 livres, un de Sandra Newman qui s'appelle Julia et un livre d'Anna Funder qui s'appelle L'invisible Madame Orwell. Je vais commencer par celui de Sandra Newman. J'en avais parlé quand j'étais allé au Salon du Livre de Londres. C'était vraiment une enchère assez importante. Sandra Newman est connue pour un livre qui n'a pas été traduit, qui s'appelle The Man, où c'était un roman SF où elle décrivait un monde où le chromosome Y avait totalement disparu. Là, de renverser le point de vue un peu comme Kamel Daoud avec Meursault contre enquête. En fait, c'est l'idée de l'arabe dans L'étranger de Camus, mais de son point de vue. Là, c'est le point de vue de cette héroïne. Elle reprend tout, Sandra Newman, avec l'accord des héritiers de l'estate d'Orwell. Et donc, elle reprend tout, la novlangue, le crime de sexe. Et donc, en fait, on a ce point de vue de Julia. Donc, c'est très intéressant. Elle le repère. Il paye pas de mine, mais elle a une espèce de désir pour lui. En fait, c'est un peu comment, quand le désir est complètement muselé, comment en fait il se traduit par des tout petits signaux. Et puis l'atmosphère paranoïaque tout à fait intéressante, mais elle renverse parce que finalement c'est quand même l'appât c'est Julia l'appât dans l'original d'Orwell, et là c'est tout à fait différent. Donc l'autre livre d'Anna Funder, c'est Madame Orwell, c'est sur la
première femme de George Orwell. Une biographie, mais comme elle a peu d'éléments biographiques, très trouée. Ça rejoint ce que disait Léon, cette nouvelle tendance de reportage et de biographie. Et c'est cette première femme qui a été très importante, qui était une femme extrêmement intelligente, qui avait fait des études et qui apparemment aurait été plus qu'une compagne, une muse, elle est bien plus. Dactylographie, c'est un peu comme Beauvoir et Sartre, vous savez, il y a beaucoup de choses de Beauvoir, même dans la pensée de Sartre, mais c'est vraiment, c'est pas dit en fait, parce que même si c'était des femmes assez féministes, elles ont intériorisé le fait qu'elles allaient servir leur homme. Donc là, on a vraiment cette femme incroyable qui a fait des études, qui est plus brillante académiquement que Orwell, qui a été très importante, mais elle est presque derrière La ferme des animaux. Mais pourtant, cette femme est mentionnée nulle part par ses biographes masculins. Les 6 grandes biographies majeures d'Orwell sont écrites par des hommes, et lui-même, Orwell, dans l'hommage à la Catalogne, il mentionne sa femme, mais il dit « ma femme », il l'a nomme pas. Et donc, il faut la nommer comme ça. Elle s'appelle Eileen O'Shaughnessy. Et donc, c'était une femme très brillante. Donc, c'est vraiment 2 livres complémentaires et qui montrent le génie d'Orwell aussi. Mais c'est vrai qu'on rend justice aux personnages féminins et à l'univers féminin qu'il peut y avoir chez Orwell. Vincent, tu voulais réagir ? Oui, juste, il est incroyable de voir à quel point Orwell est redevenu un nom propre majeur depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années. Tant notre époque pose la question des libertés individuelles. Non, mais c'est tout à fait ce que tu dis, Vincent. C'est normal dans la mesure où c'est un des livres les plus prophétiques. Parce que quand même, à l'époque, on avait à peine le téléphone. Il a imaginé qu'on avait Internet finalement, et qu'on avait la vidéosurveillance, et qu'on avait Big State, Big Data. Ça, c'est vraiment d'une clairvoyance, mais hallucinante. Merci Sean. Julia de Sandra Newman, ça paraît le 29 août chez Robert Laffont, et L'invisible Madame Orwell d'Anna Funder qui paraît le 5 septembre chez Héloïse d'Ormesson. À mon tour, je vous parle moi aussi d'un roman sur le passé mais qui éclaire notre époque de façon éloquente. C'est un roman qu'il faut lire à voix haute à mon sens, comme une incantation. Ça s'appelle Petite Bonne. C'est signé Bérénice Pichat et ça sort aux éditions Les Avrils. Bérénice Pichat n'en est pas à son coup d'essai. Petite Bonne, c'est son 3e livre. Mais avant cela, elle publiait des romans historiques dans une petite maison régionale qui s'appelle les éditions du Queyras. Et c'est justement cette maison qui, en recevant le manuscrit de Petite Bonne, a senti le potentiel de ce livre et a conseillé à l'autrice de l'envoyer à des maisons nationales. L'histoire, c'est celle d'une bonne au milieu des années 30 qui travaille dans plusieurs maisons bourgeoises, comme celle de Monsieur et Madame Daniel, en banlieue parisienne. Blaise Daniel est ancien pianiste et c'est surtout une gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Il a perdu une partie de son visage et certains de ses membres, donc il ne peut plus jouer de musique. Sa femme Alexandrine est entièrement dévouée, donc il aimerait bien lui offrir un peu de liberté. Et un jour, il se retrouve tout seul, tout un week-end avec la bonne. Ça n'était jamais arrivé. Quelque chose va se lier entre eux et il va lui faire une demande très inattendue. J'ai envie de laisser le mystère entier parce que ça fait vraiment partie des plaisirs de ce livre. C'est un livre qui nous fait basculer 100 ans en arrière, mais qui, comme je le disais, éclaire des problèmes très actuels sur le soin, la dignité des soignés et des soignants-soignantes. Et il y a aussi un autre élément jouissif, c'est l'écriture. Bérénice Pichat fait le choix d'écrire tous les monologues intérieurs de la bonne en vers libre. Ça rappelle un peu Joseph Pontus dans À la ligne. Cette poésie qui est avant tout un rythme intérieur, une pulsation du travailleur ou de la travailleuse. On a l'impression d'être dans le ventre et dans les pensées de cette femme. Donc c'est évident qu'elle pense en vers, parfois de façon colérique ou au contraire avec beaucoup de patience. Je pense que cette écriture qui est à la fois très exigeante et engagée peut vraiment plaire à de très nombreux lecteurs et lectrices. Et c'est sûrement ce qui fait de ce roman déjà l'un des plus remarqués de la rentrée. Il est déjà, avant même sa parution, acheté par le livre de poche, sur la liste du prix Fnac, Cultura, la liste envoyée par la poste aussi. Bref, on ne pourra plus dire que les poètes restent entre soi. Cette rentrée peut être surprenante à ce niveau. Sur ce, je vous souhaite une rentrée remplie de poésie, de tornades et d'éclectisme. Et je vous retrouve au prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Merci. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!